Le webinaire aujourd'hui, c'est sur les publications, scientifiques à un accès, un accès ouvert et publiées, en accès ouvert, mais à quel prix? Je me présente, je suis, Maria Grazia, je suis chargée, de projet sciences ouvertes et gestion des données, de la recherche et je tiens ce webinaire avec, ma collègue, Julie. Je te laisse, te Mmh. présenter, Julie. Moi, je suis, Julie Alibert, donc je suis coordinatrice documentation numérique, donc dans les bibliothèques et je m'occupe notamment, d'une enquête qu'on appelle enquête APC que je vais vous présenter, pendant ce webinaire. Alors, alors, on peut là commencer, voilà. Le partage, d'écran, ça marche? Oui, oui, très bien. OK, parfait. Alors, on a vu si vous on vous dit que c'est, le 2e, webinaire de cette manifestation. Lors du premier webinaire, on avait, parlé en fait des étapes pour, une démarche scientifique ouverte et parmi, ces étapes, j'avais mentionné la diffusion de la recherche. Mais j'avais pas, abordé, je vais pas prendre les sujets parce que en fait, c'est les sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Heu, je vous présente le plan du webinaire. Donc là, on va voir les différents modèles des publications. On va faire un focus sur les modèles auteurs-payeurs et Julie, va nous présenter les résultats de l'enquête APC de l'USMB et va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire accord transformant. Et après, on pose, un petit, focus, glossaire. Donc là, des mots-clés un peu, le glossaire à retenir pour cette, démarche scientifique ouverte concerne la diffusion de la recherche. Hem, donc, en réponse aux dérives, économiques et en s'appuyant sur des, possibilités numériques récentes, des nouveaux modèles des publications scientifiques se sont mis en place depuis, plusieurs années. Selon les types de documents ou selon l'exigence de relecture par les pairs et les délais des mises en ligne imposés par les financeurs, l'auteur, donc le chercheur, vous pouvez, choisir, parmi, des différents modèles de publication, des différentes voies des diffusions et aujourd'hui, on va vous présenter les plus connus. Donc, la première voie de publication est, la voie verte, c'est-à-dire la voie de l'auto-archivage. C'est l'auteur, le chercheur qui peut déposer, une version de la publication dans une archive ouverte. Vous pouvez déposer, plusieurs versions de votre publication. La version avant révision par les pairs, appelée préprint ou version acceptée, ou la version finale avec les corrections, les révisions du comité scientifique, ou de la revue, une version appelée post-print ou version auteur. Mais vous ne pouvez pas, déposer la version finale avec la mise en forme, par la revue, par la maison d'édition. Depuis, la loi pour une république, numérique, de 2016, vous avez les droits d'y déposer, cette version acceptée de votre manuscrit en respectant une période d'embargo qui est, plafonnée à 6 mois pour, les sciences, dites, dures et à 12 mois pour les sciences humaines et sociales. Hem Ces modèles de publication, n'est pas, heu dire, vous avez la possibilité, de déposer pour améliorer la visibilité de vos travaux, mais vous pouvez continuer cette voie vous garantit toujours la paternité. Il est possible d'appliquer, une licence Creative Commons aux documents déposés, pour préciser, par exemple, que toute réutilisation commerciale est interdite. Heu, En France, l'archive ouverte, HAL, représente un cas unique, au monde d'archives ouvertes, nationales pluridisciplinaires qui propose aux établissements qui les souhaitent de créer des portails
qui de fait tiennent lieu d'archives ouvertes institutionnelles, comme notre portail HAL USMB. Pour un focus sur l'archive ouverte HAL, le rendez-vous, c'est la semaine prochaine avec les webinaires consacrés à, à HAL. Et je vous conseille, il y a un site, Sherpa Romeo, un site internet gratuit qui répertoire la politique de libre accès des éditeurs et des revues scientifiques dans le monde. C'est un site qui en fait, recense les politiques des revues scientifiques en matière de copyright et d'auto-archivage et les conditions de dépôt par l'auteur d'un article pour une diffusion en libre accès des versions des deux versions de l'article, des trois principales versions que vous pouvez déposer. Et c'est tout à fait gratuit. Et donc là, si vous n'avez pas exactement quelle version de vos publications vous pouvez déposer, si vous avez des doutes, vous pouvez consulter ces sites internet. La deuxième voie de publication qu'on vous présente, c'est la voie diamant, qui permet aux scientifiques de publier en accès ouvert et sans frais dans des revues ou plateformes de publication, tout en conservant les droits d'auteur. Les articles sont ainsi accessibles à tout internaute sans frais engagés par l'auteur. Et donc, la voie diamant est gratuite pour les lecteurs et pour les auteurs. Et c'est de loin les modèles les plus répandus puisqu'ils concernent le 66% des revues référencées par les DOAJ, le Directory of Open Access Journals, qui recense près des 10 000 revues. 10 000 revues. Mais comment est-il possible que tout soit gratuit? Comment ces modèles de publication est financé? Les revues et les plateformes sont financées en amont par un bailleur, une université, une organisation à but non lucratif ou encore les éditeurs se financent par la vente de services additionnels, notamment aux bibliothèques, par exemple selon les modèles appelés freemium. Par exemple comme Open Edition qui propose des services de base gratuits et des services complémentaires payants. Par exemple, l'article en libre accès et l'accès payant pour les PDF ou pour les données. Il s'agit d'un modèle positif, bénéfique, qui soutient les bonnes pratiques parce qu'en fait, sans les obstacles financiers, tous les chercheurs peuvent publier. La troisième voie de publication, le troisième modèle des publications, c'est la voie dorée. À l'origine, la voie dorée ne définissait pas un modèle économique, mais seulement les revues à comité de lecture immédiatement et gratuitement accessibles en ligne. La voie dorée consiste à publier les résultats de la recherche dans une revue en open access ou dans un livre en open access. L'accès aux documents est immédiat et gratuit pour tous sur les sites de l'éditeur. Dans cette voie de publication, il y a plusieurs, on peut dire sous-modèles, sous-catégories et la forme dominante, en fait, le modèle le plus connu, c'est les modèles auteur-payeur. Et je laisse la parole à Julie. Donc, le modèle auteur-payeur, c'est quoi? Donc, comme son nom l'indique, en fait, sur ce modèle, donc on publie en open access et c'est l'auteur, en fait, qui va payer pour que sa publication, elle soit accessible à tout le monde. Et donc, ça se fait par le paiement de frais de publication en open access, donc qui est payé soit par l'auteur ou l'autrice ou souvent par son institution.
via ce qu'on appelle des APC. Donc, c'est des Article Processing Charges, donc qui sont des frais de publication en accès ouvert. Ce modèle, auteur-payeur, il est parfois dévoyé. Donc, il faut faire attention. Maria Gratia, si tu peux Oui, passer. Donc, il faut être vigilant, notamment aux dérives tarifaires. Donc, bien sûr, le travail des éditeurs, il se doit d'être rémunéré, mais certains éditeurs, ils vont pratiquer des tarifs qui sont excessifs et qui, outre financer la publication, vont leur permettre surtout de faire du profit. En plus, actuellement, il n'y a pas d'encadrement en fait de ces coûts APC, contrairement au coût des abonnements. Donc, ça fait des années que les bibliothèques, elles gèrent justement l'augmentation des abonnements via des consortiums au niveau national, alors que pour ces coûts APC, actuellement, il n'y a aucune négociation et pas d'encadrement. Donc, par exemple, au niveau national, l'évolution du nombre de dépenses APC a été de plus 94 entre 2017 et 2021. Donc, c'est un nouveau coût que doivent supporter les institutions. Et à ce rythme-là, les dépenses, elles vont rapidement devenir insoutenables si ce n'est pas déjà le cas. Cette tendance mondiale, elle est particulièrement préoccupante au niveau national pour des établissements comme le CNRS. Donc le CNRS, en 2020, il a payé 3 millions d'euros juste d'APC, donc de ces frais de publication en open access. Le coût de ces APC, il va varier selon la revue de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros. Donc sur l'image, je vous ai mis en fait les courbes en fait où on voit l'évolution de la dépense APC moyenne par type de revue. Donc c'est au niveau national. Et on voit que donc le coût, la courbe d'en bas, c'est 1 821 € en moyenne pour un APC, donc pour un article publié en 2021. Et après, c'est 2 560 € pour la publication dans une revue hybride. Donc c'est pareil, on vous expliquera ce que c'est qu'une revue hybride. À l'USMB, le montant le plus bas qui a été dépensé en APC, donc c'était 150 € pour un article chez EDP Science, et le plus élevé, c'était plus de 3 000 € pour un article chez MDPI, pour vous montrer les différences qu'il peut y avoir selon les éditeurs. Dans les outils, on vous a mis le Directory of Open Access Journals qui recense la plupart des revues en libre accès dont la qualité scientifique elle est assurée. Et cet outil il est pratique parce qu'il précise en fait si la revue elle facture des APC et leur montant indicatif le cas échéant, parce que le montant indicatif il n'est pas toujours facile à trouver sur le site des éditeurs. Ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas publier dans la mesure du possible, évidemment, dans les revues où les APC ils sont supérieurs aux moyennes nationales. Donc, on considère qu'un APC de plus de 1 800 €, c'est trop cher, et d'éviter autant que possible de publier dans des revues hybrides dont Maria Gratia va parler ensuite. C'est bon si tu veux changer oui, de... oui, Ouais. je change de peau. Donc là, donc avant de voir la dernière voie de publication, là, on vous propose un petit focus sur les éditeurs prédateurs. Les développements du numérique a conduit à l'apparition d'éditeurs aux pratiques douteuses qui vous sollicitent en promettant une publication rapide. Donc là, méfiez-vous des apparences, il faut faire attention. Sous couvert d'open access, ces éditeurs font payer les auteurs, mais n'offrent pas ou peu d'expertise. Donc la qualité éditoriale, les processus d'évaluation par les pairs ne sont pas garantis par ces éditeurs. Il n'y a pas de comité scientifique. Le processus de relecture est défaillant, voire inexistant. L'examen par les pairs de piètre qualité et les violations une violation des bonnes pratiques éditoriales, c'est qu'en fait, on peut les voir dans ces maisons d'édition, dans cet éditeur. Ces éditeurs peuvent, en revanche facturer, des frais de publication. Donc, outre
les préjudices financiers, c'est votre crédibilité scientifique qui sera entachée et donc on vous encourage à être très, très vigilant. Il existe aussi des conférences prédatrices organisées sur les mêmes modèles. Donc là, des sociétés invitent par mail ou par téléphone les scientifiques, surtout en fait les gens chercheurs qui sont en début, en première ou en deuxième année de thèse, des conférences douteuses ou qui n'ont pas lieu. Et leur but est de gagner de l'argent rapidement, notamment en encaissant les paiements en ligne de l'inscription. Il est parfois difficile de repérer une revue prédatrice, et de conférences, prédatrices, mais il y a des outils qui peuvent vous aider. Donc par exemple, ThinkCheck Summit, un site internet que donne accès à un ensemble de checklists qui vous permet d'évaluer la fiabilité de la revue dans laquelle, vous, envisagez de publier. Les sites mettent en ligne des questionnaires, pour, les revues et pour, les éditeurs de livres et les questionnaires n'utilisent pas les noms des revues et d'éditeurs, mais proposent des questions pour vérifier, leur comportement éditorial. Donc si vous êtes en capacité de répondre «oui» à la plupart ou à la totalité des questions, la revue, ou l'éditeur, que vous ciblez pourrait être de confiance et ThinkCheck Attend en fait, ça fonctionne un peu de la même manière, parce qu'en fait, il est soutenu par l'initiative, ThinkCheck Summit. Il y a un questionnaire en 3 étapes. Hem, il ne donne pas les noms des conférences, mais propose des questions pour vérifier, la fiabilité de l'organisation et donc si vous pouvez répondre «oui» à la plupart des ou à la totalité des questions, la conférence pourrait être de confiance. Heu, le dernier modèle de publication. Donc la voie, dite hybride. Depuis quelques années, la plupart des grands éditeurs scientifiques, proposent des revues dites hybrides, qui consistent à rendre un article d'une revue sous abonnement un accès libre, immédiat, sur paiement des frais, des publications par les auteurs, les APC. Au sein d'une même, revue, peuvent parfois coexister des articles sur, abonnement avec des articles en accès ouvert et l'éditeur peut proposer à l'auteur de publier l'article en accès ouvert contre paiement des frais de publication. Il s'agit d'un modèle il faut éviter parce que, en fait, l'établissement paye 2 fois, l'abonnement à la revue et les frais de publication. Qui sont en fait ces grands éditeurs, scientifiques, Elsevier, Wiley, Springer, Taylor & Francis. Il s'agit de grandes entreprises qui possèdent le 45 des revues scientifiques dans le monde. Il s'agit tout à fait d'un oligopole et génèrent 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Heu, leur marge tourne, autour de 40 et dépasse celle de multinationales comme Google, Amazon ou Apple. Heu, j'ai des chiffres qui datent un peu, mais c'est pour vous faire comprendre un peu la situation en fait des publications scientifiques. En 2018, Elsevier a, engrangé un peu plus d'1 milliard d'euros de profit, soit plus que le budget des universités de Bruxelles et des Louvain-la-Neuve réunis. Il s'agit donc des sociétés qui, peuvent se permettre de tels, rendements. C'est parce que leurs coûts sont très faibles. Les chercheurs, envoient leurs travaux, ça vous savez, gratuitement aux revues, qui les font relire par d'autres, chercheurs, la plupart du temps, gratuitement et la revue publie ensuite les articles les mieux notés et souvent fait payer aux chercheurs, des frais, d'édition et les revend ensuite aux universités, où travaillent les mêmes chercheurs. Donc c'est la raison pour laquelle on déconseille aux auteurs le choix de cette option, de cette, voie de publication. D'autant qu'il existe une alternative, donc on suggère plutôt de, publier, l'article sans APC dans une revue sous abonnement
et diffuser en parallèle le manuscrit auteur postprint dans une archive ouverte comme à l'USMB. Et on passe à l'enquête menée par l'université sur les APC. Donc pour une plus grande transparence en fait de ces coûts APC dont on parlait en fait, de ces coûts de publication en open access qui reposent donc sur les auteurs et leurs institutions, l'USMB, elle mène chaque année une enquête sur ses dépenses. Donc c'est les dépenses en frais de publication en général, c'est pas que APC, mais là pour ce que je vais vous présenter, on va se concentrer sur ce modèle donc auteur-payeur. Et cette enquête, elle est menée au niveau national en coordination avec le consortium Couperin. Donc, il y a un consortium de bibliothèques, d'établissements où en fait, on négocie au niveau national avec ces grands éditeurs pour avoir plus de poids et pouvoir négocier des tarifs. L'objectif de cette enquête, c'est notamment d'identifier donc les dépenses en APC des établissements. Et vous pouvez retrouver en fait les résultats de cette enquête donc année par année et pour toute, au niveau national sur le site OpenAPC donc que j'ai mis en lien là sur la diapo et qu'on vous transmettra si vous voulez aller regarder pour les autres établissements. Maria Gratia, si tu peux Oui. changer. Merci. Donc à l'USMB, entre 2017 et 2022, on a une augmentation de la dépense APC de 542%. Donc on passe de en fait 4 000 € environ de paiement d'APC identifiés à 27 000 €. Et rien qu'entre 2021 et 2022, on est à plus 36% de dépenses. Donc en 2022, l'établissement il a payé 27 000 € pour publier 18 articles en open access avec paiement d'APC, donc ce qui nous donne un coût moyen par APC de 1 510 €. Donc ça, c'est pour l'université Savoie-Mont-Blanc. Les éditeurs MDPI et Frontiers, ils représentent à eux seuls 80% de ces dépenses APC. Et en fait, on voit que ces deux éditeurs, ils sont aussi en première et en deuxième place pour l'enquête au niveau national. Donc voilà. Et MDPI et Frontiers, c'est des éditeurs de revues scientifiques en libre accès dont le siège social est basé en Suisse. Et donc, ce sont des éditeurs uniquement de revues en open access. Ils ne proposent pas d'abonnement, donc tout est entièrement en libre accès. Si tu peux changer de diapo, merci. Donc là, je vous ai mis quelques petits graphiques sur les dépenses en APC et le nombre d'articles publiés donc depuis qu'on mène en fait cette enquête, donc depuis 2017. Donc on voit que sur le premier graphique, l'espèce de donuts, de 2017 à 2020, on a très peu d'articles en fait qui étaient publiés en accès ouvert avec paiement d'APC à l'USMB. Et depuis 2021, on voit qu'il commence à y avoir plus d'articles. Donc on passe de... Alors 2020, c'est un peu particulier parce que c'est l'année du confinement, donc il y avait 3 articles. Mais si on se base sur 2019, donc on avait 5 articles publiés avec paiement d'APC qui avaient été identifiés dans l'enquête, alors qu'en 2021, on est à 15. En 2022, on est en 2018, donc on peut imaginer que cette tendance, elle va continuer. Donc la dépense globale, elle augmente évidemment en conséquence. Donc vous le voyez sur le deuxième graphique. Il y a un petit bug à l'affichage, je suis désolée, mais donc c'est les années 2020, 2021, 2022. Donc la dépense globale, elle augmente en conséquence, mais par contre, on voit que le coût moyen des APC, lui, ne décolle pas en comparaison avec les moyennes nationales. Donc sur le tableau, je vous ai mis le montant moyen d'APC qui a été observé à l'USMB et le montant moyen d'APC au niveau national, donc d'après l'enquête Couperin. Donc pour des revues entièrement en open access, on ne parle pas des revues hybrides ici.
Donc, vous voyez, bon, en 2020, on était à peu près dans la moyenne nationale, mais en 2021, on était quand même beaucoup plus bas. Et les chiffres de 2022 pour l'enquête nationale ne sont pas encore sortis, donc c'est pour ça qu'ils n'y sont pas ici. Et les éditeurs chez lesquels les chercheuses et les chercheurs de l'USMB publient et dont les montants d'APC ils sont supérieurs à cette moyenne nationale, ça va être Frontiers et MDPI, donc, dont je vous parlais juste avant. Ça va être l'American Geophysical Union et un éditeur qui s'appelle Crimson Publisher. Donc, pour tenter de limiter ces coûts APC et pour accélérer la transition vers l'accès ouvert des revues sous abonnement, il y a beaucoup de pays européens qui ont intégré dans leurs accords avec les éditeurs, donc les traditionnels accords pour les abonnements pour accéder aux revues, des clauses pour l'ouverture des publications qu'on appelle des accords transformants. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un accord transformant? Donc, c'est le passage en fait d'une revue sous abonnement à une revue dans un état hybride transitoire, donc ce dont Maria Gratia vous parlait, les fameuses revues hybrides où on a des contenus en accès ouvert, mais dans une revue en fait qui est de base sous abonnement. Et ensuite, on a un basculement vers un accès ouvert de tous les contenus, idéalement sous une licence ouverte. Donc cette transformation d'une revue sous abonnement à une revue sous accès ouvert, elle s'accompagne pour les éditeurs d'un changement de modèle économique dans lequel leurs revenus qui sont issus des abonnements, ils doivent progressivement être remplacés par un revenu qui est abondé par le paiement d'APC, où on l'a vu, il y a d'autres modèles aussi, on a aussi des mécanismes de soutien institutionnel. Ces accords transformants, en se multipliant dans le monde, ils devaient permettre de basculer toutes les revues sous abonnement en revue en accès ouvert si la démarche elle était généralisée. Mais en fait, après quelques années, il s'avère que ces accords, ils sont pas majoritairement transformants. Ce qui devait être transitoire, en fait, il tend à perdurer. Aujourd'hui, les abonnements persistent parallèlement aux nouvelles initiatives. Donc, c'est le fameux problème, encore une fois, des revues hybrides. Et donc, cette démarche d'accords transformants, il y en a beaucoup qui ont été passés dans les pays européens, mais en fait, les deux grandes nations publiantes, donc la Chine et les États-Unis, n'ont pas passé beaucoup d'accords transformants. Donc, à l'USMB, si tu peux changer de diapo, merci. À l'USMB, on a souscrit à 2 accords transformants, un avec Wiley et l'autre avec EDP Science. Donc, ce sont des accords qui ont été signés en 2022. Les droits de publication donc négociés chez ces 2 éditeurs, ils permettent donc à vous, auteurs de l'USMB, de publier en accès ouvert sans payer ces fameux APC. Donc en fait, vous publiez et en fait, vous êtes reconnu en tant qu'affilié à l'USMB et donc vous n'avez pas à payer, vous pouvez publier en accès ouvert gratuitement. On a encore peu de recul en fait sur ces accords et il y a un bilan qui est prévu à l'horizon 2024, donc à la fin du premier accord transformant avec Wiley, pour évaluer l'opportunité de signer de nouveaux accords transformants. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Suède, donc qui est le pays qui concentre le plus fort taux d'accords transformants au monde, il voit déjà qu'une des conséquences de la forte concentration de ces accords transformants, c'est que les éditeurs de revues hybrides sont favorisés au détriment des éditeurs en libre accès et que ces accords, ils profitent également aux grands éditeurs puisque ce sont eux qui ont la possibilité de proposer ce genre d'entente, alors que les petits éditeurs, souvent des sociétés savantes, n'ont généralement pas les mêmes options et sont donc laissés pour compte. Je vous ai mis le lien aussi vers le site de l'ABU où vous pouvez retrouver donc le détail de ces accords transformants si vous souhaitez publier chez Wiley ou chez EDP Science. Et vous avez aussi la synthèse de l'enquête APC qui est déposée chaque année. C'est bon, Maria Gratia, si tu veux passer. Pour conclure, là, on vous propose cette diapo glossaire pour en fait retenir les
mots-clés de cette démarche scientifique qui concerne les publications en accès ouvert. Donc, les versions de l'article que vous pouvez déposer et que vous ne pouvez pas déposer dans une archive ouverte, les APC, ces frais des publications, la période d'embargo, une période pendant laquelle la production scientifique ne peut pas être diffusée en accès ouvert, et les éditeurs prédateurs. Donc, dont on a parlé, éditeurs ou revues ou conférences, comme on a vu, avec des pratiques d'évaluation par les pairs ou des pratiques commerciales contestables. Donc ça, c'est un peu un focus glossaire juste pour retenir les mots les plus importants en fait qu'on a vu aujourd'hui. Et pour aller plus loin, on vous propose des ressources de sites pour approfondir un peu ces connaissances. Les sites scienceouverte.couperin.org, ouvrirlascience.fr, OpenAPC, et les sites coupistes-cirad.fr et les sites de l'ABU. Surtout les menus appui à la recherche qu'on a en fait revu à la rentrée. Donc ça, si vous n'avez pas l'occasion de le relire, en fait, là, on vous suggère d'aller le voir parce qu'en fait, c'est tout à fait renouvelé. Et je vous rappelle les prochains rendez-vous du mois de la science ouverte. On a encore le webinaire sur l'archive ouverte HAL, mode d'emploi, vendredi prochain, et un atelier Cliquerie de jeudi 30 novembre, et encore 2 permanences, 2 centres d'information, le lundi 20 novembre à l'ABU de Dancy, et le lundi 27 à l'ABU du Bourget. Et donc on est à 30 minutes, c'est bien, mais pile un temps avec les 30 minutes qu'on avait prévues pour l'intervention. On vous remercie de votre attention, et n'hésitez pas, on a prévu 10 minutes, 15 minutes pour des questions. Merci. Maria Grazia, il y a une question pour toi dans le chat, si tu veux regarder. Là, oui, alors. Je ne sais pas si j'ai bien compris, les APC et les préprints. En fait, le préprint, c'est la première version de votre publication. Donc la version la version que vous envoyez à la revue avant l'acceptation de la revue. Après, une fois que la publication, l'article a été accepté, on passe un peu à la phase de révision. Donc, il y a un comité scientifique, des spécialistes normalement dans les domaines qui vont corriger l'article pour vous donner des suggestions, pour vous proposer des corrections qui vous pouvez accepter ou pas. Ça dépend un peu selon en fait, les domaines dans lesquels vous travaillez. Et cette deuxième version vous appartient, entre guillemets, comme je disais, c'est la version après les corrections. Et c'est une version que vous pouvez tout à fait déposer dans une archive ouverte. J'avais une petite question. Oui. Oui. À un moment, vous avez évoqué les quelques gros éditeurs, Elsevier, Springer, etc. Et vous disiez que, en fait, fallait éviter le mode où l'université paye 2 fois. J'ai bien compris, mais alors du coup, si, parce que ces éditeurs-là, quand même, ont pignon sur rue dans certaines disciplines, on veut publier, alors je vais le dire autrement, la tendance est quand même de rester comme cible ces grandes revues-là. On n'a pas moyen de publier en open access, en fait, très concrètement, hein. Oui, en fait, nous, ce qu'on vous conseille, c'est vrai que là, on parlait de la particularité des revues hybrides. Donc, nous, on paye en fait, l'institution paye en fait des abonnements à ces revues. On est abonné à Springer, on est abonné à Elsevier, à Wiley. Et en fait, quand ils vous demandent en fait des frais APC pour publier dans des revues qui sont aussi sous abonnement, donc c'est-à-dire que nous, on paye l'abonnement, puis après, on doit payer en fait en plus pour publier pour que ces revues, elles soient en open access.
Donc, ce qu'on disait, c'est le mieux, en fait, si c'est possible, dans ces revues hybrides, en fait, il y a une option où on paye et c'est en open access, ou on ne paye pas et donc c'est en revue sous abonnement, de préférer, en fait, rester en revue sous abonnement, enfin de ne pas payer pour la publication et après, de déposer sur HAL, la version de votre article. OK, Je ne sais d'accord. pas si c'est très clair. Oui, 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 si, c'est clair, Ouais, c'est clair, c'est clair. Parce que ouais. oui, oui, effectivement, du coup, il faut penser à publier si on veut, j'allais dire, rester dans l'esprit de l'open access, faut trouver une alternative au fait que justement, on ne prenne pas l'open access auprès de l'éditeur, en fait. Donc HAL, par exemple, voilà. Ouais. OK, merci. Ouais, c'est ça exactement. En fait, ben, c'est un peu ce qu'on essaye de montrer, c'est que, bah, l'open access, en fait, les éditeurs se sont Ah, beaucoup appropriés ouais, l'open ouais, access pour mmh, continuer à faire du profit, voilà, ouais, enfin, ouais, ce OK. sont des éditeurs premium. Non, mais Donc au début, ouais. début, la chose qui m'avait un peu interpellé, c'est de dire en fait, du coup, on va pas faire de l'open access pour avoir moins de coûts. Je comprends au niveau de l'établissement, mais du coup, on Mmh. renonce à l'open access. Mais l'idée c'est ne pas renoncer à l'open access, mais trouver un autre moyen de. Voilà, Ouais, OK, j'ai compris, exactement. tout à ça fait. marche. Mmh. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui, très bien. Super, la dernière fois ça marchait pas, tant mieux. D'abord merci pour la présentation, c'était très intéressant, mais il y a juste un point qui était pas super clair pour moi. Vous avez parlé de la voie diamant de publication. Hem, En fait, j'ai l'impression que c'est juste une voie gold, mais simplement c'est pas l'auteur qui paye les frais. Donc du point de vue de l'éditeur, c'est la même chose, c'est juste que l'auteur s'en soucie pas, mais au final, c'est quand même 2 000 ou 3 000 € qui partent, selon le même schéma, quoi. Dites-moi si je me trompe? Marie-Gracia, tu veux Oui, répondre? oui, oui, en fait, là, c'est la question que je disais, en fait, comment c'est possible que la voie diamant, pardon, que ce soit, tout à fait gratuit. Après, on peut pas et c'est pas tout à fait, bah, gratuit. C'est gratuit pour les lecteurs et pour les auteurs, donc qui publie et qui, en fait, le lecteur ne paye pas pour accéder à un article, une publication, et l'auteur ne paye pas pour publier. Mais on a trouvé une manière, en fait, de financer. Donc, les financements, c'est par, une institution, un organisme de recherche ou par des services des services plus. Donc, je disais l'accès, gratuit pour, à l'article, mais, si on veut le PDF, ça c'est payant. Donc il y a des services un peu additionnels qui sont payantes, en fait, sont nécessaires pour se financer. Mais en fait, on le considère les modèles les plus, bénéfiques parce que c'est gratuit pour les lecteurs et pour les auteurs. OK, merci, ouais, merci de la réponse, c'est à peu près ce que je pensais et j'avais une 2e question. Il me semblait que l'Europe avait lancé une plateforme, d'hébergement des articles scientifiques en open access, donc un peu comme HAL, mais au niveau européen. Est-ce que du coup, il faudrait pas plutôt faire la promotion de ça plutôt que HAL? Parce que des chercheurs étrangers, auront pas forcément connaissance qu'effectivement il y a des articles gratuits sur HAL, là où peut-être ils vont plus commencer à s'intéresser à l'Europe. Je sais j'ai jamais su si ça avait vraiment décollé cette histoire ou si de toute façon Ouais. c'est voué à l'échec parce que c'est sous pression des lobbyistes, à Bruxelles. Donc j'ai jamais trop su. Est-ce que vous parlez de la plateforme OpenAir? Je crois que c'est ça, ouais. Vous connaissez Ouais, le nom? En fait, ce qui se passe avec OpenAir, c'est que, enfin, HAL, du coup, c'est un entrepôt de publication et en fait, ces publications, elles sont moissonnées et elles vont dans OpenAir. Donc en fait, enfin, si vous voulez, OK, il y a un lien. OK, Normalement, en fait, si vous déposez votre publication sur HAL, elle va se retrouver sur OK. OpenAir. C'est une méta Mmh. plateforme quoi. OK, j'avais pas compris ça. Ouais, exactement, c'est ça. Ça va moissonner différentes plateformes, ouais. Super, ben, merci beaucoup, pour la présentation. Merci à vous 2. Merci. Merci. C'est bon pour moi, je pense. Je vais vous laisser. Merci OK, beaucoup. merci. Bonne Mmh. journée. Merci, Bonne bonne journée. journée. Donc là, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut arrêter l'enregistrement. Pour moi, c'est OK, merci beaucoup.